Christian Sininger, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble sur une chaîne internet qui s'appelle InfoViews. On est là pour 1 heure environ. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement ? Donc mon nom c'est Christian Sininger, comme tu l'as si gentiment prononcé. Je suis d'un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Et puis je suis comédien et je fais là où on me dit de faire, c'est au théâtre, à la télé, au cinéma. Et j'ai fait beaucoup d'improvisation. Voilà. Merci. Et effectivement, c'est un grand honneur pour nous de te recevoir. Parce que... Appelez-moi Monseigneur, tout simplement. D'accord, on fera ça. Parce que en fait, quand on travaille et quand on se refait un petit peu l'histoire de l'impro, il y a des dates qui sont importantes à laquelle tu es présent. Et je commence par une question cash. On n'arrive pas à savoir concrètement dans le milieu d'impro à quel moment le premier match est arrivé. J'ai cru comprendre que 81, c'était la création de la Ligue d'impro de la LIF, ouais. Que la LNI arrive en 82 en France, je crois. Non. Est-ce que c'est Bordeaux ou Paris en premier ? J'aimerais juste avoir ton avis dessus. Alors moi, de ce dont je me souviens, et je peux avoir des faiblesses mémorielles, hein, on est bien d'accord, mais pour moi, c'est d'abord les Québécois qui sont venus faire une tournée en Europe. Je pense que c'était en 80. À l'issue de ça, il y a des copains qui m'ont appelé, ils ont joué au théâtre d'Aubervilliers, au théâtre de la Commune à Aubervilliers, et il y a des copains qui m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a les Québécois, ils font un truc de dingue, il faut que tu viennes voir ça. Je veux savoir qui sont ces copains. Alors Jean-Marie Lecoq, Gilles Galliot, qui est maintenant, ils font beaucoup de mise en scène, de théâtre. Enfin, c'était ces deux-là surtout, dont je me souviens, qui m'ont appelé parce qu'on se connaissait d'avant. Et puis on avait démarré le théâtre ensemble, donc voilà, donc ils m'ont appelé. Et moi je suis arrivé à Aubervilliers, effectivement, puis j'ai découvert les matchs d'improvisation. Mais c'était les deux équipes québécoises qui faisaient leur tournée en France, en l'occurrence. Et là, je me suis dit, c'est complètement dingue, quoi. Et donc, à l'issue de ça, avec quelques autres, il y en a un qui a mis une affichette dans le théâtre de la Commune. Pour ceux qui s'intéressent de faire la même chose en France, rendez-vous lundi au théâtre de la Commune d'Aubervilliers. Gabriel Garand, qui à l'époque était directeur du lieu, nous a prêté une salle, et puis on a commencé à répéter tous les lundis, essayer de mettre ça en place en France. Alors, évidemment, ça a suscité beaucoup d'empoignades verbales. Ouais, mais c'est un truc, le patin, le machin, le hockey sur glace, personne connaît en France, on devrait adapter les règles au football, d'autres disaient non, au tennis, non, mais non, le volleyball serait vachement mieux, il y a un fil, enfin, je sais plus, enfin, tu vois. Donc, et puis on s'est dit non, si on veut jouer avec eux, il faut respecter leurs règles, c'est leur jeu. Donc, ça a démarré, donc on a accepté de faire ce jeu-là, et au début, tous les lundis, il y avait une centaine de comédiens qui sont venus, quoi. C'était un truc de fou. Donc, et puis au fil des lundis, ça s'est amenuisé parce que tout le monde n'est pas apte à improviser. Hein, ça remet pas en question la qualité de l'individu, mais l'improvisation, c'est quand même très particulier. Donc le groupe s'est petit à petit amenuisé, et puis on a fini, on était une trentaine, quoi. Voilà. Ça a fait le noyau dur, je dirais, ceux qui ont commencé les matchs. Et donc, le premier match, dans mon souvenir, auquel j'ai participé, le premier match d'improvisation en France, c'était au Festival du Café-Théâtre à Conflans-Sainte-Honorine. Et ça a été un bide monumental. Première impro, j'ai reçu une salle de pantoufles, je peux pas savoir. C'était invraisemblable. Voilà. Mais tout le spectacle, c'était raté, quoi. Ah bah tout, parce que les mecs, ils étaient venus pour voir du café-théâtre, tu vois. Ils se demandaient ce que c'était que ce truc avec un arbitre, deux équipes avec des maillots de sportifs et tout. Donc ils n'ont pas compris, le public n'a pas compris ce jour-là, quoi. Voilà. Mais ça a été furieux. Hein. Et moi je me pose une question, donc on découvre une discipline qui est complètement nouvelle, on se dit on va se réunir le lundi, tous les lundis, etc. Mais vous entraînez comment ? Avec quelle référence, avec quelles règles, avec quelle pratique ? On a pris les règles des matchs d'impro, hein. On avait les signes de l'arbitre, il y en a un qui c'est François Campana, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est lui qui a été le premier arbitre des matchs d'impro. Et bon, lui, il avait le truc des règles, et puis on avait
on avait des aides québécoises, entre guillemets. Il y en a qui étaient en relation avec des joueurs québécois, et puis on a appris sur le tas, quoi, en faisant, en improvisant. Donc il y en a qui ont écrit des thèmes, on a tiré des thèmes, et puis on a essayé les mixtes, les comparer, les trucs. Ah, c'était furieux au début, hein. C'était Est-ce que tu peux pas gagné tout de suite. un petit peu cette partie de comment se situe le paysage du spectacle, du théâtre à l'époque, et j'imagine le choc culturel que ça peut être d'avoir cet ovni théâtral. Et est-ce que tu te souviens des mots, des réactions, Ah bah oui, après quand on a commencé à jouer de façon plus, on a eu l'occasion d'être vu par quelqu'un qui avait un petit théâtre qui s'appelait le théâtre de l'Escalier d'Or, qui a disparu, qui était rue d'Anguin, et qui nous a dit, bah, moi je vous prête mon théâtre tous les lundis, venez faire vos matchs d'improvisation. Donc c'est là qu'on a démarré à faire des choses régulièrement pendant peut-être 2 ou 3 saisons, je ne saurais plus te dire exactement. Hein. Et au début, on a eu du monde qui venait nous voir, on n'a pas rempli tout de suite, mais après ça a très vite le bouche à oreille. Ça plaisait beaucoup au jeune public, je dirais. Et puis on avait très vite des comme on dit, des aficionados. Voilà, des mecs qui étaient là tous les lundis, quoi. On finissait par les connaître comme on connaissait les gens avec qui on jouait, quoi. Et de l'autre côté, évidemment, il y avait tous les gens du théâtre, entre guillemets, qui nous snobaient, parce que c'est comment on peut faire de l'improvisation en spectacle, alors que l'improvisation, c'est un outil de travail. On a été snobés pendant pas mal de temps par les théâtreux, entre guillemets, dont je fais partie aussi, parce que je fais du théâtre sans improviser. Des textes écrits depuis longtemps, hein, par des gens comme Molière ou Shakespeare. Donc j'improvise pas en général. Tu sens une différence entre cette époque-là et maintenant ? Bah maintenant oui, parce que l'improvisation, j'ai l'impression que l'improvisation, elle est rentrée plus dans les mœurs, entre guillemets. C'est-à-dire que des compagnies d'improvisation comme vous, il y en a un peu partout dans toutes les grandes villes de France. Et voilà, c'est quelque chose maintenant qui résonne comme le théâtre. C'est une forme de théâtre à part entière. Et pour moi, c'en est une depuis que j'ai commencé à en faire, parce que je vois pas pourquoi ce serait plus important de jouer du Molière ou d'improviser en spectacle. La preuve, c'est que ça marche et que les gens aiment ça. Ils y trouvent leur compte. C'est une autre façon de s'exprimer. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es resté dans ce groupe du lundi quand tu es arrivé avec les 100 et que tu faisais partie de l'équipe Prélude, qu'est-ce qui fait que... Ah ben moi je voulais absolument faire ça. Moi, c'était une révélation pour moi. Parce que je faisais déjà du théâtre depuis quelques années. Et j'avais joué un spectacle dans le sud-ouest, du côté de Toulouse. C'est une histoire de 2 vieux clowns, où on improvisait déjà beaucoup, à partir d'entrées clownesques qui existaient. C'était l'histoire de 2 vieux clowns qui se retrouvaient tout seuls dans le chapiteau. Tout le monde était parti, on avait fêté leur retraite. Et puis ils se souvenaient de leur numéro, leur grand numéro. Et donc là, on improvisait beaucoup, et avec le public, et tous les deux, etc. Donc moi, je sais que j'aimais improviser. Je trouvais que c'était vraiment un truc qui procure un plaisir qu'on trouve pas ailleurs, qu'on trouve pas ailleurs. Voilà, c'est ça. Ce plaisir-là, je l'ai eu qu'en impro. J'ai eu des grands plaisirs en jouant des pièces, en jouant des rôles, mais l'improvisation, pour moi, c'est un truc vraiment, c'est une cerise sur le gâteau théâtral. Et voilà, parce que c'est de l'expression libre et tout est possible. On fait feu de tout bois, tout ce qui arrive, c'est bon, on y va. Et puis on se pose pas trop de questions. Mais après, faut trouver les partenaires qui sont dans le même état d'esprit. Voilà. On va développer tout ça après. Oui. Là, je suis encore dans les années 80, 90, parce qu'il y a une date clé quand même aux alentours des années 90. Donc il y a eu... Alors je continue sur l'escalier d'or qu'on a fait pendant 2-3 saisons. Et après, il y a le directeur du Bataclan qui est venu nous voir, qui s'appelle Joël Lalou, qui n'est plus là maintenant, qui avait le Bataclan, donc il nous a dit « Votre spectacle, c'est trop bien, je le veux dans ma salle ». Et à ce moment-là, au Bataclan, il y a quoi ?
Oh il y a du music hall, des trucs comme il y avait déjà. Hein. Bon, c'était une salle qui renaissait un peu de ses cendres, hein, qui avait été un peu. Il y avait du baloche le samedi soir. Enfin, c'était très. Et puis le lundi, d'un seul coup, ça a été les matchs d'impro. Et là, ça a été. Là, on est devenu je sais pas comment dire. C'était un truc. Il fallait que tout Paris ait vu ça, quoi. Donc, on a eu toutes les stars de l'époque, tous les ils sont tous venus quasiment. Donc on avait des parrains par équipe, Jacques Higelin, Guy Bedos, tu vois, c'est des stars qui parrainaient chacun une équipe. Donc on a eu jusqu'à 6 équipes qui venaient le lundi. Donc on était nombreux. Il y avait à boire et à manger, hein, attention. Quand tu dis parrainer, ça veut dire ils parrainaient l'équipe, ils étaient Non, ils jouaient pas, non, ils étaient juste le parrain. Mais à la fin, ils venaient saluer avec nous et tout. C'était un peu la com, quoi, tu vois, un peu. Voilà, donc, et puis il y avait toujours des invités de prestige, il y avait des tables, tu sais, au Bataclan, c'était que des petites tables, c'était très beau d'ailleurs, hein, c'était un très beau lieu, ça l'est toujours, mais je suis pas retourné depuis longtemps, mais. Et donc, une ambiance de fou, donc on a joué devant il y avait des gens partout, tu vois, c'était des trucs qui s'accrochaient, il y avait des lampadaires, il y avait des gens accrochés aux lampadaires, enfin bon. Non, mais c'était un truc de dingue, tu vois. 1000 personnes là-dedans, on rentrait, mais des fois il y en a qui s'assoyaient sur le banc des joueurs, tu vois, ils croyaient que c'était pour s'asseoir, donc on arrivait hop, il y avait des gens sur l'autre banc, autant. Et donc, enfin voilà quoi, des anecdotes de ce genre-là, et puis on a joué au Bataclan pendant quelques années, et après le Bataclan, ça a été jusqu'en, je sais plus, après le Bataclan, il y a eu des histoires internes, des tensions, il y en a toujours, dans les aventures humaines. Excuse-moi, je te coupe, juste pour savoir, comment tu peux expliquer cet engouement? Tout d'un coup, il y a un truc, vous êtes au Bataclan et les gens viennent en masse, ça devient un truc, quoi. Parce qu'ils voulaient frémir en même temps que nous. Je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de l'improvisation. C'est que les gens, ils savent que les acteurs ne savent pas ce qu'ils vont faire, et eux, ils savent pas ce qu'ils vont voir. Donc, il y a une espèce de dénominateur commun qui fait que il y a vraiment, c'est comme au sport en fait. C'est pour ça que les matchs d'impro ont tant marché. C'est parce que ça ressemble vraiment au sport. On ne sait pas. Est-ce qu'il va marquer le but ou est-ce qu'il va pas le marquer? Voilà. Donc il y a un aspect sportif qui m'a vite fait chier. J'arrivais pas à le dire correctement. Mais voilà, donc il y avait un aspect sportif. Je pense que c'est ça qui plaisait aux gens. Il y avait du suspense, de la dramaturgie comme ça qui s'est joué devant eux, et je pense que ça a plu énormément. On a eu. Il faut se replacer quand même dans le contexte de l'époque où il y a combien de troupes d'impro, il y a combien de joueurs quand on est dans les années 90. C'est quoi la présence de l'improvisation en France? Au début, il y avait que nous. Après, il y a eu. Après, on a fait un premier mondial au Québec. En 85, si ma mémoire est bonne, et là ils avaient créé une ligue en Belgique, une ligue en Suisse et français. Donc quand on est allé jouer là-bas au Québec la première fois pour le mondial, il y avait 2 équipes françaises, 2 équipes québécoises, une équipe belge et une équipe suisse. Voilà, donc ça s'est éparpillé. Puis après il y a eu des ligues à Bordeaux. À Angoulême, à Lyon, à Tours, machin, un truc, on allait partout. Tu sais que c'est un petit peu le mythe ou la rumeur. Est-ce que la LNI a d'abord joué à Bordeaux ou d'abord joué à Paris quand ils sont venus faire leur tournée? Alors ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'ils étaient d'abord à Bordeaux, peut-être. En tout cas, je crois que nous, on était les premiers à avoir créé une ligue en France. D'ailleurs, on s'est appelé la Ligue d'improvisation française. Tatin. C'est peut-être pas trop le moment de lever le drapeau en ce moment. Bon. Donc le Bataclan, c'est entre 90 et 2000 En 83 et 90, le Bataclan. D'accord. Après, on est passé de façon très courte aux séries d'hiver. Mais là, c'était de la gourmandise. Je pense que là, c'était trop grand. C'était pas adapté au pardon. C'était pas adapté à la forme du spectacle. Le Bataclan, c'était vraiment l'idéal, quoi. D'ailleurs, pour avoir joué en Belgique dans une salle qui s'appelle le Mirano, on retrouvait le même contexte, tu vois, avec des gens sur les 3 côtés.
Bon, moi, j'ai joué au Spectrum à Montréal, c'est pareil. C'était dans la même configuration, mais au cirque d'hiver, c'est un truc. C'était pas adapté pour nous, donc d'abord on remplissait pas parce qu'il y a quand même, je sais pas combien de places, 2000 là-dedans, j'en sais rien, mais c'était trop grand, trop grand. Et puis il y avait des tensions internes qui fait que ça a explosé un peu. Au sein des comédiens, tu veux dire? Ouais, au sein de ceux qui administraient un peu tout ça, il y a eu des tensions, des histoires humaines, comme il y en a partout dans tous ces genres d'aventures, hein, les pouvoirs, oui mais moi, oui mais moi, oui mais moi. Est-ce qu'on assiste à ce moment-là au premier courant d'impro entre les comédiens que vous êtes pour défendre plutôt une approche? Oui, il y en a qui créent. Il y a Éric Métayer avec un autre comédien qui s'appelle Jean-Daniel Laval. Ils ont créé un spectacle qui s'est joué dans un des théâtres de la rue de la Gaîté, là je sais plus lequel, Montparnasse, le petit Montparnasse ou je sais plus quoi, qui s'appelait Kamikaze, qui a bien marché. Ça, c'était la première forme qui dérivait de ce qu'on faisait nous. J'en ai fait quelques-uns avec eux, d'ailleurs. C'était un principe, hein. Les gens amenaient un objet, et puis on délirait avec. Et on détournait l'objet. Donc ils amenaient ce qu'ils voulaient. Hein. Mais il fallait qu'on improvise avec les objets qui étaient amenés. Et après, pareil, moi, j'ai créé le Cercle des Menteurs en 92. Parce que j'en pouvais plus depuis longtemps de côté compétitif. Moi, je voulais que les acteurs soient au service d'une histoire et plus au service d'un cause qui veut gagner. Je m'en foutais de gagner, j'en avais marre. Et tu le ressentais quand même l'aspect compète? Ah ouais, je le ressentais, surtout quand il y a des coachs. Mais ça, c'est humain aussi. Il y a des gens qui ont l'esprit sportif, compétitif, et d'autres pas, comme moi. Et donc, moi, je m'en foutais. Alors, à la fin, quand on me disait « Vas-y, tu dis ça », et puis... c'était pour marquer le point, ça fout l'impro en l'air, j'allais faire poète, tralalaire, ça m'intéressait pas, donc j'y allais pas, donc il y a eu des tensions par rapport à ça, et on m'en a voulu, parce que bon, un mondial, je sais plus, le premier peut-être même, on a perdu à cause de ça, parce que j'ai pas voulu aller faire tralala, poète, donc c'est l'autre équipe qui a marqué, mais voilà, moi je m'en foutais J'ai pas l'esprit de compétition. Donc je voulais un spectacle où tous les acteurs sont au service de l'histoire qui se joue. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé le Cercle des Menteurs. Est-ce que tu penses que c'est la limite du match, c'est qu'à un moment ça ressemble plus à un sport et moins à un art? Bah, si les gens se font prendre par l'aspect sportif du truc, oui, ça peut ressembler plus à un match le match, je disais, c'est l'emballage, c'est le décorum, c'est ce qui fait l'ambiance aussi, avec le musicien, l'arbitre, les assistants, tout ça, on compte les points, mais faut que ça reste ce que c'est, quoi. C'est comme si on demandait de voter pour les Montaigu ou les Capulet à la fin du, tu vois. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on a racontée, on s'en fout qui gagne et qui perd. Enfin, à mon sens. Voilà, donc ça m'a... J'ai continué à le faire parce que j'adore improviser, mais je ruminais dans mon coin pendant un bon bout de temps pour essayer d'imposer une autre vision des choses. Voilà. Et c'était difficile? Ah oui, c'est difficile. Il y a eu beaucoup de... À commencer par des Québécois qu'on a souvent rencontrés qui, eux, se disent non, c'est un match, il faut gagner. Beaucoup de Québécois étaient très sportifs, quoi. Pour eux, c'est un match, comme au hockey, donc c'est les meilleurs qui gagnent, il faut tout faire pour gagner. Voilà. Et justement, tu parles d'histoire, justement, d'une belle histoire, etc. Quelles sont les techniques et qu'est-ce que vous utilisez à ce moment-là? Parce qu'on ne peut pas juste se référer aux règles de l'arbitre pour dire je vais faire une belle histoire. Et quels sont les outils, les techniques? Comment vous travaillez justement en répétition cette approche de... On a travaillé sur les bases qu'on a tous travaillé, sur l'écoute et sur le dire oui. Ce qui n'était pas évident au début. Hein. Toutes les impros qui commençaient par bonjour monsieur, ah non je m'appelle pas, je suis... bref. Et tous les refus de jouer, tous ces trucs-là. Donc on a commencé par merder beaucoup. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont... Voilà, ce qui comptait, c'était de raconter quelque chose. Là, tout de suite, maintenant, on s'en fout de... Les techniques, ouais, c'est ça, c'est qu'on a découvert en faisant qu'il fallait écouter, qu'il fallait pas refuser, qu'il fallait pas ceci, pas cela. Et toutes les règles d'impro qui se sont mises en place.
et dont tout le monde se sert quasiment maintenant quand on fait les exercices et tout ça. Ça vient un peu de là. Hein, voilà. Et le cercle des menteurs, du coup, Oui. tu t'es dit, ok, je vais trouver comment ça s'est passé, comment ça s'est créé. Alors le cercle des menteurs, ça s'est créé dans un petit théâtre qui a disparu aussi, qui était à Montrouge, qui était un copain qui tenait ça, et j'ai dit, moi je vais faire un spectacle d'impro, et j'ai réuni des gens avec qui j'aimais improviser dans la ligue, je leur ai parlé de mon projet. Donc je leur ai dit, voilà, je vois 5 chaises, on tire un mot au hasard, et chaque acteur propose un début d'histoire, et le public qui était l'auteur du mot, il choisit l'histoire qu'il veut qu'on développe. Et donc, voilà, donc le noir se fait, celui qui a été choisi, il reprend ce qu'il a dit dans le début, et puis il est suivi par 1, 2 ou 3 ou les 4 autres, en fonction de ce qui se présente. Mais il n'y a plus de coach, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Tu vois. Et c'est le mec de la lumière qui faisait... qui coupait quand ça lui semblait nécessaire de couper, soit sur un bon punchline, soit sur une grosse merde qu'il fallait absolument que ça se termine. On est en quelle année à peu près? Alors ça c'est 92, ouais, à peu près 92. Ouais. Et en 92, quelles sont tes convictions ou tes besoins de transmettre? De dire, vous étiez unique, la LIF, la Ligue d'improvisation française. Ouais. Comment vous faites des petits? Est-ce que vous formez? Est-ce qu'il y a une école derrière? Comment est-ce que vous donnez? Il y a eu des ateliers qui ont été faits, il y avait une espèce de hangar derrière le Bataclan, qui appartenait aussi au Bataclan, une espèce de... où on a donné des cours, où il y avait du monde d'ailleurs. Hein. Voilà, donc on donnait des cours d'improvisation. Les gens qui donnaient les cours n'étaient pas toujours forcément aptes à le faire, mais on en a donné en tout cas. Et qu'est-ce que ça a donné par la suite? Comment ça s'est transmis partout en France? J'imagine qu'il y a des concours de Lyon, de Lille... je pense que c'est des gens qui ont vu des matchs. Hein. Quand la Ligue d'impro, nous, on a été joué beaucoup en province, on a été joué à Tours, on a été joué dans toutes les grandes villes, je pense, avec et puis que les gens nous ont vus et que ça a suscité le même intérêt que quand nous, on a vu les Québécois, quoi. Donc, il y en a qui se sont dit, on va faire la même chose, et puis on a vite créé des championnats de France, etc. Hein. Il y en a eu au Bataclan, du reste. Avec je sais plus, il y a beaucoup de villes qui venaient participer. Voilà. Et puis, il y a des gens qui ont créé la LIFI, à Clichy, voilà. Des gens qui ont fait un passage court à la Ligue d'impro française, et qui n'ont pas pu y rester pour X raisons, et qui ont créé leur ligue, et que c'est maintenant eux qui tiennent le flambeau. Le cercle des menteurs, Ouais. Du coup, c'était quoi? Comme une sorte de metteur en scène là-dedans? Ou t'es dit, bon, j'ai une idée Ouais, voilà, j'avais une idée de concept, puis de ce concept-là, où on démarre une histoire à partir d'un mot tiré au sort que le public a mis dans une coupe. Donc après, on a créé tout un cérémonial avec un serment. Ça faisait un peu secte. Non, donc rouge et noir, enfin tu vois, un truc un peu comme ça. Et puis, c'est quoi la question? Est-ce que tu étais le metteur en scène de Ah oui, j'étais le concepteur, metteur en scène, et souvent je faisais le maître de cérémonie, entre guillemets, c'est-à-dire que sur les 4 chaises, il y en avait 2 de chaque qui étaient assis, et la chaise du milieu était vide, c'était la mienne. Donc chaque fois que je passais derrière un acteur, je mettais mes mains sur ses épaules, il balançait sa petite inspiration du mot, le deuxième, et quand j'arrivais à ma chaise, je mettais mes mains sur le dossier, puis il fallait aussi que je balance quelque chose par rapport au mot proposé, voilà, etc. Et puis après, les gens choisissaient. Donc c'était pas toujours évident au début, parce que il fallait écouter ce qu'avaient dit les autres pour pouvoir, tu vois, et puis il fallait aussi trouver une idée, enfin bref. Mais bon, ça c'est notre cuisine interne, on se démerde avec ça. Puis après, petit à petit, il y a d'autres copains du cercle qui ont fait le maître de cérémonie aussi, parce que moi je voulais aussi participer juste comme joueur simple. Et ta première équipe, c'était au début, t'as appelé quoi? 2 personnes, 5, 10, 20? Dans le cercle des monteurs, on a toujours été 5, un musicien, 5, enfin, en général c'est 3 garçons, 2 filles, et puis un mec à la lumière, donc on était toujours 7.
Mais c'était pas une équipe de 7, il y avait plus de monde après, en fonction des dispos, je suppose. Vous avez Non, on tournait. Ah non, on était, ouais, mais je sais pas, on devait être, je dirais, une douzaine. Et puis on essayait de tourner en fonction de nos disponibilités, quoi. Mais donc il y en avait toujours. Des fois ça coinçait, hein. Des fois on a joué à 4, hein, parce qu'il en manquait un. Bah ouais, il y a une chaise vide. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans l'impro? Tu as vu avec ce spectacle que ça changeait les matchs? Est-ce que tu as pu réussir? Bah, les retours que j'avais, oui, c'est que les gens disaient, ah bah oui, c'est entre guillemets plus théâtral, il y avait plus de compète, voilà, c'est ça le retour que j'attendais, mais ouais, je pense qu'on a, on s'est un peu différencié justement de cet esprit de compétition. Voilà, il n'y avait plus de compétition. Bon, c'est ça que je voulais. C'est ça que j'arrivais à faire, moi. Est-ce que tu sais qu'en Ile-de-France, il y a encore, 20 ans plus tard, des gens qui disent on va faire une catégorie de notre cabaret à la manière du Cercle des Menteurs? Ouais, il paraît, ouais, j'ai jamais assisté à ça. C'est vrai que c'est plutôt gratifiant. Catégorie à la manière du Cercle des Menteurs, c'est sympa, ouais. Mais il y en a qui nous ont ouvertement copié aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'est la rançon de la gloire, entre guillemets, si je peux parler de gloire. Mais bon, c'est normal, on est toujours... c'est normal, moi je trouve que c'est normal. Ils auraient pu demander, mais ils n'ont pas demandé, ils se sont appelés, je ne sais plus comment, les flibustiers, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'était un peu le même principe. 5, ouais, un peu copier-coller, mais bon, on ne veut pas. Hein. L'improvisation appartient à tout le monde. Est-ce que du coup, le fait que l'improvisation appartienne à tout le monde, ça donne une liberté de prendre et de copier ce que je veux? Non, ça donne pas une liberté Après, c'est une question d'éthique personnelle. Si tu veux copier, tu copies, mais c'est dommage. Et c'est d'essayer de se creuser un peu le ciboulot pour trouver quelque chose d'original. Ça me paraît plus intéressant que de copier un truc qu'on a aimé. C'est déjà été fait, donc c'est un peu bête. Mais bon, je te dis encore une fois, c'est une question de choix personnel. Hein. Tu t'es jamais retrouvé dans une situation où toi, tu avais copié? Où j'avais copié un concept? Ouais. Non. Honnêtement, non. Non, enfin, je crois pas. Mais non, parce que c'est le seul que j'ai fait, donc. Donc, je crois pas en avoir copié. C'est le seul que j'ai fait. Mais j'ai une idée, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, pour en faire un autre. Dans ces années-là, est-ce que c'est facile de rentrer dans un théâtre avec un spectacle d'impro? Parce que tu as cité 5-6 théâtres qui ont accueilli de l'impro, mais c'est quoi la... Facile pour être programmé dans le lieu, on a joué donc à l'Escalier d'Or, au Bataclan, au Cirque d'Hiver. Avec le Cercle des Menteurs, on a joué d'abord à Paris, on a joué à l'Espace GEMAP, je sais pas si tu connais. De l'Espace GEMAP, on a été faire un court séjour au Bataclan, mais Lalou nous a dit non, je peux pas continuer à vous prêter la salle le lundi parce que j'ai des gens qui veulent le louer pour des événements où je gagne beaucoup d'argent. Donc, du coup, on a déménagé au Palais des Glaces où Bigard, le frère de Jean-Marie, nous a accueillis pendant 2 ou 3 saisons aussi. Puis après, on a redescendu vers la Comédie Bastille, qui était un théâtre plus petit, où on est resté quelques années. Voilà. Mais c'est facile. Nous, on a eu la chance d'être toujours sollicités par les gens. Toi, Espace GMAP, c'est lui qui nous avait vu à Avignon. Il nous a dit, voilà, moi, j'ai jamais démarché pour trouver un théâtre, donc je peux pas te parler de difficulté à en trouver un. Je suis assez feignant, faut le savoir quand même. Vous avez fait Avignon, tu dis? Ouais, alors à Avignon, on a joué au Big Bang la première fois, et la deuxième fois, on a joué au Théâtre du Balcon. Tard. Et moi, j'ai joué 2 autres spectacles avant. Frappé total, hein. J'en jouais un à 14h, j'en jouais un à 18h, et à minuit au balcon. Voilà. Et j'ai fini le festival. Mais j'étais jeune et fringant. Et qu'est-ce que ça a donné Avignon Oh, ça a marché, ouais. On avait aussi un public, l'improvisation, ça commençait déjà à faire sourire les gens. Et là, on est en quelle année? En 2000. En 2000, on a fait le balcon. Parce qu'on avait marqué ça sur
Le cercle des menteurs. Il y a eu un match d'impro On avait trouvé une formule. à Avignon, c'était avant ou après? C'était avant 2000. Un match d'impro? Dans le palais des papes, dans la cour du palais des papes. Ah non, ça c'est, je sais pas, ça je suis pas au courant. Moi je sais que j'en ai fait un à Avignon, la première, avec les Québécois, dans les années 80. Je crois que c'est l'année où je me rappelle plus en quelle année, 83 ou par là. Et on a fait un, mais c'était dans un lycée, en extérieur. Et je me rappelle, ah ouais, ça a une anecdote, c'est que je me rappelle, un soir, on improvisait avec les Québécois, donc il y avait Robert Gravel, un des deux inventeurs du match d'improvisation. Et j'avais une impro avec Robert Gravel, puis peut-être un Français, puis un Québécois, d'autres, donc je sais plus qu'est-ce que c'était le thème, mais on était dans notre histoire, puis d'un seul coup, il y a un spectateur qui s'est levé et qui a dit « Mais c'est un scandale! Comment on peut faire croire que c'est improvisé? C'est un scandale! Arrêtez-moi tout ça !» Et le mec, il est parti en hurlant. Et nous, on était interloqués, puis les gens ont applaudi, puis on a repris. Voilà. Mais ils voulaient pas croire que c'était... Ils voulaient pas croire que c'était improvisé. Mais ça, je l'ai vu souvent. Je sais pas vous, mais il y a beaucoup de gens après le spectacle qui nous disent « Oh, allez, ça se peut pas. Vous inventez pas tout ça. Vous avez un fil conducteur, vous avez un canevas, vous avez... » Ben non. Au cours de cette interview, 2-3 fois, quand tu parles de bide, le premier match, ou d'autres éléments, on te voit souvent sourire. Est-ce que c'est parce que c'est maintenant, avec le temps, tu te marres, ou est-ce que déjà, dès le début, t'avais... Ah non, je me marre maintenant. Tu te marrais devant les bides et les... Ah non, je me marrais moins, oui. Non, je me marre maintenant, avec le temps, c'est loin, et puis mon ego a appris à souffrir. Non, au début, c'est... Mais après, une fois que j'ai compris que tu reçois des pantoufles pendant une improvisation, en fait, c'est l'histoire, c'est le personnage ou l'histoire qui leur plaît pas, quoi. Ils se font chier, donc au début, tu le prends pour toi. Honnêtement, là, c'est dur à vivre. Hein. Tu te dis, oh putain, faut que j'arrête, faut que je fasse autre chose. Non, au début, c'était... je rigolais pas, non. Après, la nuit, tu refais les impôts, dis pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'aurais dû dire ça. C'est terrible au début. Puis après avec l'expérience et le temps et l'ego, il a compris que quand tu rentres déjà dans les matchs, on rentrait dans les matchs, on avait déjà un personnage, on avait un décor, il y avait nos costumes, notre petit maillot de sport, notre jogging. On était déjà quelqu'un d'autre, donc faut pas le prendre pour soi, quoi. Tu vois, si tu rentres dans un spectacle, t'étais déjà un personnage. Donc j'ai arrêté de le prendre pour moi. Et c'est ça la clé? La clé, c'est de se dire, on peut pas être au mieux tout le temps, et puis on peut pas toujours trouver les meilleurs rebondissements dans une histoire. Des fois, le partenaire répond pas, ou c'est toi qui es pas en forme, ou c'est l'alchimie des deux qui fonctionne pas. Mais c'est vachement fragile. Hein. C'est des petites connexions comme ça qui se font miraculeusement ou mystérieusement. Quand ça fonctionne, c'est génial. C'est génial. Tu disais le cirque d'hiver, c'était pas adapté, c'était une gourmandise. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite, il y a une sorte de plafond de verre de public? Ouais, je pense, parce que c'est réservé de toute manière à un truc un peu de cave. Il faut que ça soit un peu intimiste, un peu. Il faut qu'il y ait une proximité du spectateur. Alors, les matchs au Bataclan, ça allait. Bon, le Bataclan, c'est grand, mais il y avait le concept des matchs, la patinoire, il faut que les gens soient autour. C'est différent, mais un spectacle comme le Cercle des Menteurs, ça a mieux marché à GEMAP ou à la Comédie Bastille qu'au Bataclan ou dans une plus grande salle. Parce qu'il faut une salle intime. Il faut une proximité, il faut une intimité. Je pense que l'improvisation, elle nécessite ce rapport-là. C'est pas un truc pour... Peut-être qu'il y en a qui arrivent à le faire, mais je pense que c'est pas fait pour des trop grandes salles. Je pense. Est-ce que tu disais justement par rapport à l'ego, pour être un bon improvisateur, faut accepter de prendre des pantoufles ou des bites dans la gueule? Ah oui, il faut accepter d'être foireux, hein. Faut accepter de foirer, sinon. Si on se prend pour le génie du siècle, ça peut pas durer tout le temps, quoi.
faut apprendre à accepter d'être, de se viander. Hein. C'est pas grave. Hein. Comme disait ton copain, là, c'est Nadla, hein? Nabla. Ouais, il y a pas de danger, il y a que du risque, donc le risque, ça va. Ça fait pas mal. En parlant de danger et de risque, est-ce que tu te souviens de Franck Germain? Oui, je me souviens de Franck Germain. C'était le mec qui faisait croire que j'avais couché avec lui chez Christophe de Chavannes. Ouais, je me souviens. Comment ça s'est C'est marrant parce que tu as dit son nom et ça m'est revenu tout de suite alors que je l'ai jamais revu, je le connais pas. Comment ça s'est passé cette histoire? Parce qu'on est dans les années 90 et... 91, ouais, on a fait ça en 91. Ouais. Et il y a une émission qui cartonne à l'époque, Ciel Montmardi de Christophe de Chavannes. Et donc je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, il a invité des improvisateurs à participer à une émission. Alors, ça s'est passé comme ça. Christophe de Chavannes voulait faire une émission trash. Tout ce qu'on lui reprochait, il voulait en faire une fausse. Mais il ne savait pas comment. Et puis il y a un de ses assistants qui a dit « Ah mais moi j'ai vu un spectacle d'improvisation, si on demande à ces mecs-là, je suis sûr qu'ils vont y arriver. » Alors De Chavannes dit bah, « Amène-les ». Alors on a été à une réunion avec De Chavannes dans les locaux de sa production, là chez Coyote Productions. Et puis il nous a expliqué ce qu'il voulait faire, et puis on a cherché ensemble, on a dit bah, une soirée, on a trouvé la soirée sur l'adultère, et donc il y avait plein d'improvisateurs de la Ligue d'impro qui sont venus, sauf un qui n'était pas avec nous à la Ligue d'impro, qui était à la Ligue d'impro des avocats du barreau de Paris, qui s'appelle Gérard Salaberry, qui faisait l'avocat, qui était très bien d'ailleurs. Et puis voilà, donc le Lièvre, Métayer, Viviane Marcenaro, tout ça, moi. Séverine Denis, qui c'est qu'il y avait encore Lydie Agaès, qui malheureusement nous a quittés, qui était une superbe improvisatrice. Et puis voilà, on a fait ça, on a créé des personnages, et puis on a juste dit qui on était, on n'a pas écrit, et puis après on réagissait en fonction des fonctions, et je savais même pas qu'il y avait ce mec-là qui allait dire que j'avais pagé avec lui, quoi. Ça c'est une invention à De Chavannes, voilà. Donc, puis après, l'émission, je ne sais pas si tu l'as vue, si vous l'avez vue, mais ça a marché, hein. Le lendemain, on était Patrick Bruel dans les rues. Hein. Ah, c'est dingue. On a été bouffé dans un restaurant le lendemain parce que Télé 7 jours voulait faire une photo. Donc on a été pour faire la photo, puis en sortant, on a dit on va bouffer. Putain, on est rentré dans ce restaurant, je ne sais plus lequel, ni à quel endroit c'était, mais on nous a applaudi. Je te dis Patrick Bruel ou Mbappé, hein, c'était ça. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Le pouvoir de la télévision, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, mais ça c'est vite éteint. Et l'impro et la télé? L'impro et la télé. Alors, expérience improvisée à la télévision, je n'en ai qu'une. C'était en 98 dans une émission qui s'appelait Jeux de comédie, qui passait en fin de... ce qui précède le journal télévisé, ça ne sait plus, il y a un nom. Avant, ouais, voilà, vers 19h, un truc... présenté par Thierry Beccaro, qui s'appelait Jeux de comédie, donc c'était le même principe. On avait des thèmes, et puis il fallait qu'on improvise. Mais bon, c'était pas... D'ailleurs, ça n'a pas été renouvelé la saison suivante. Hein. Je crois que c'est pas fait pour la télé non plus. J'ai l'impression. Ça nécessite le contact direct avec les spectateurs. Il faut qu'ils vivent le moment en même temps que nous, au même endroit. Christian, il y a une grosse filmographie, beaucoup de télé, beaucoup de cinéma. Enfin, grosse. Bah, si, quand même. En liste, mais... Est-ce que tu peux faire un parallèle ou des anecdotes entre l'impro, le cinéma, le théâtre? Ça t'a aidé, pas aidé? Ah oui, ça m'a aidé, bien sûr. Bah oui, bien sûr, parce que tu t'es habitué à répondre à l'imprévu. Hein. Donc si... Ouais, moi en tout cas, je suis dans cet état-là, quoi. Donc même quand je tourne, le partenaire, il peut changer une réplique, ça me gêne pas, tu vois, parce que je sais que je peux rebondir en fonction de la situation dans laquelle on est. Et ça m'est arrivé de le faire, oui, bien sûr. Non, bien sûr, c'est un outil vachement pas nécessaire, mais utile, voilà. Et tu as des souvenirs précis qui te viennent en tête?
Oui, par exemple, je sais qu'il y a un film avec... j'avais une scène avec Daniel Prévost, mais c'est un mauvais exemple, parce que lui, il part vite en live, hein. Donc, ouais, je sais qu'il a improvisé, puis moi je l'ai suivi, puis mais ça a été coupé au montage, donc pas grand intérêt, mais on a déliré comme ça un petit moment pendant la scène, hein. Ou avec qui c'était non, mais il y en a... Ouais, il y a des exemples comme ça, avec... Oh, j'en ai pas qui me reviennent, je suis désolé, mais il y en a forcément, mais en tout cas, je sais que l'improvisation, pour moi, c'est un truc qui me et dans la vie aussi, du reste, hein, parce que on est prêt on est prêt à jaillir, quelle que soit l'opportunité, non? Et si je reviens dans le cercle des menteurs, Ouais. est-ce que tu avais une fonction comme ça, un peu de chef de troupe? Comment tu Ah oui. une tension? Est-ce que c'est important à gérer si tu un conseil que tu peux donner à quelqu'un qui dit ok, j'ai un groupe entre j'aimerais pouvoir faire un débrief, 2, j'aimerais pouvoir calmer une tension. C'est dur, hein. Mais je sais pas le faire. Je suis pas outillé pour, hein. J'ai essayé, mais je suis pas outillé. Donc il me manque des choses. Je sais que j'ai été maladroit par moments en disant des choses à des gens parce que j'avais pas trouvé la forme. J'ai été non, enfin si y a un jeune qui veut se lancer là-dedans, qu'il se démerde, hein, parce que moi je suis pas franchement apte à donner des conseils pour gérer une troupe ou un... Non, avec le cercle des menteurs, ça s'est bien passé parce que on se connaissait tous. Donc il y en a eu des tensions, mais ça s'est réglé comme ça, malgré moi, je dirais. Parce que j'ai pas été pour grand-chose aussi. Mais voilà. Mais je suis pas outillé pour moi. Et débriefer un spectacle, on s'en fiche une fois que c'est joué, bon, on l'a bien aimé, ou alors on se dit ok, il faut qu'on se parle. Non, on débriefait tous ensemble, ouais. On se disait pourquoi t'as fait ça, ou tu vois, des trucs, des cuisines, de la cuisine, mais jamais Ça sert à quelque chose, ça? Non, je crois pas. Quand c'est fait, hein, d'ailleurs. Parce que non, mais c'est vrai, parce que je crois pas que ça serve à grand chose. C'est ce qui fait ça peut servir au théâtre, ça sert parce que il y a un cahier des charges, quoi. Donc t'as un rôle, t'as un personnage, il y a plein de choses à respecter, mais en impro c'est la liberté, donc les mecs ils ont le droit de se tromper, puis de pas dire ce que t'aurais eu envie qu'ils disent. Ils ont dit autre chose, bah tant pis. Hein, l'impro elle a foiré, bah voilà, elle a foiré à cause de ça, mais elle aurait pu foirer pour un autre truc. Et qu'est-ce qui fait pour toi, ok, ça c'est une scène bien, ça c'est une scène pas bien? Je sais que c'est une question très large. Mais... Non, mais une scène, dans l'impro, une scène bien, bah, c'est des scènes où on sent que les gens, ils sont heureux de le faire, déjà, je pense, que il y a un grand respect mutuel, et qu'ils ils sont sur la même étagère, quoi. Donc, ils racontent la même histoire, quoi. On n'est pas dans... Ça t'arrive de voir des trucs un peu genre malfaisants? Ok, il ou elle improvise et en fait c'est pas. Bah, on sent qu'ils sont. Ouais, ça arrive. Ouais, moi j'en ai pas vu tant que ça, mais ça arrive, ouais, bien sûr. Et tu vois quoi? Bah, l'attitude je pense que ça se voit dans l'envie de communiquer, dans le désir de communiquer des gens qui sont là. Des fois, tu sens qu'il y en a un qui est plus sur lui. Il a envie de plaire plus que de partager. Et ça, moi je le sens, mais après, peut-être que ça se voit pas pour tout le monde, hein, mais moi je sens quand il y a ce genre de choses. Quand elle a envie de plaire, l'envie de séduire la foule assemblée là, ou la foule ou les quelques personnes, ça dépend des endroits. Et plus que de partager avec son partenaire. Voilà, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante. Hein, mais... Et en termes de... Pour toi, c'est forcément du divertissement? Ou si c'en est pas, est-ce que vous pouvez dire un spectacle, c'est quoi? C'est 80% de fun et on a le droit de faire une ou deux scènes pas drôles? Ou alors ça doit être que des scènes drôles? Non, on peut avoir de l'émotion, du drame, de ce qu'on veut. Non, forcément, le drôle l'emporte toujours parce que c'est rassurant pour les acteurs. Donc ils cherchent à faire rire. Bien souvent.
Mais on peut aborder des sujets dramatiques, hein. C'est pas un problème, hein. Moi, je sais qu'une fois, j'avais fait une impro où les gens, ils étaient... J'étais pas tout seul, hein, on était 2 et on faisait des mecs sur un bateau. Et après, on se rendait compte que en fait, la cale, elle était remplie d'esclaves qu'on emmenait. Et ça a jeté un froid, mais on a tenu jusqu'au bout dans nos personnages, mais c'était des horribles salopards, hein, c'était infernal, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est une anecdote. Mais non, on peut traiter beaucoup de sujets, je pense, en improvisation. On n'est pas obligé de faire marrer tout le temps, non ? Tout à fait. Et justement, j'ai envie d'aborder ce sujet sur l'évolution de l'impro, de l'improvisation théâtrale de par tes yeux, entre 80, 90, 2000, 2010, 2020. Voilà, c'est quoi ton... Bah déjà, l'improvisation théâtrale, l'évolution... L'évolution en technique de jeu, en type de spectacle, en type... Ah ouais, mais il y a une grosse évolution, je pense. Moi, je sais que quand j'ai vu, par exemple, votre spectacle, je pense que ça, c'est nouveau et ça apporte plein de choses, quoi. Le Klems. Contre Klems, voilà. Ça, je trouvais ça formidable parce que à 2, ils peuvent vraiment nous transporter. Je l'ai vu en vidéo, hein, je l'ai pas vu. J'aimerais bien le voir un jour, si vous le faites. Voilà, et puis j'ai vu Anaël en Belgique avec un improvisateur qui s'appelle Patrick Spadry, que vous connaissez sans doute aussi. Là, j'ai vu aussi un truc étonnant, parce que nouveau, parce que ils ont abordé vraiment des choses que je connaissais pas. Donc j'ai été agréablement enthousiasmé par leur performance. Voilà, donc ouais, je pense que ça a évolué et que maintenant il y a beaucoup plus de longues formes, alors que moi j'ai toujours été dans le créneau, sauf quelques fois quand on m'a invité à des festivals où j'ai dû faire 2-3 soirées de longue forme avec au festival en Bretagne, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Subito. Voilà, festival Subito. Et là, on a fait. C'était mes premières expériences et je me suis régalé. Là, je savais pas que ça allait me plaire à ce point-là. Mais voilà, donc je pense que l'improvisation, elle a beaucoup évolué depuis que j'en fais plus. Il était temps que j'arrête. Mon Dieu, qui est con. J'ai oublié le nom du spectacle d'Anaël et de Patrick. Césure. Césure, voilà, c'est ça, je suis allé voir à Bruxelles, dans son lieu qui est magnifique d'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous avez joué là-bas? T'as joué? Non. Ouais, Césure, alors, c'est vachement bien, en plus ils commencent à la danse et tout ça, c'est impressionnant, moi ça m'a impressionné. Elle m'a impressionné, Patrick je l'avais déjà vu, mais Anaël, c'était une découverte. Puis le petit gars au son, la musique, là, Antoine... Ah ouais, chapeau, hein. Chapeau. Ah ouais, non, là j'étais... c'était une belle rencontre. Après on a fini à la bière, mais c'était sympa. Comment ça s'est fini et pourquoi ça s'est fini le cercle de Nanterre? Oh, ben parce que j'en avais marre, moi, je pense que j'étais arrivé au bout d'un truc et puis qu'il fallait qu'on arrête. Ça faisait 12 ans qu'on faisait ça, pas de façon... On l'a joué, je sais pas, entre 400 et 500 fois. Moi, ça me semblait suffisant. Et puis le côté gestion, justement, d'un groupe, faire les plannings, les machins, les trucs, les comptes, tout, j'en avais marre de ça. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté par épuisement, mais par manque d'envie de continuer. Voilà. Mais l'envie d'improviser ne m'a pas quitté. Donc, moi, je suis toujours partant, quoi. Si vous avez besoin d'un vieux, quelque part, n'hésitez pas. On a l'impression, en t'entendant, d'un rapport instinctif à la discipline. Ah ouais, complètement. Est-ce que tu penses que c'est plus de l'instinct, plus du travail? Ah non, pour moi, c'est de l'instinct. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas de formation ni d'acteur. D'ailleurs, j'ai appris sur le tas. Hein, moi, je suis arrivé par le théâtre amateur. Il y a des gens professionnels qui m'ont vu jouer dans une pièce amateur, qui m'ont dit... Viens jouer avec nous. Bon, j'y suis allé. Je suis devenu comédien comme ça. Je
Sur le tas, oui, j'ai tout appris sur le tas. Et puis l'improvisation, j'ai toujours senti que c'était un truc que j'avais en moi. Donc, mais j'ai pas. Bon, je me suis, comment dirais-je, bonifié entre guillemets au contact des autres, en pratiquant beaucoup en fait. J'ai appris mes erreurs, j'ai appris l'ego justement, de le mettre un peu en veilleuse, accepter de se viander, que c'est pas grave. Mais avoir envie de communiquer avec les partenaires. Pour moi, c'est ça l'essentiel d'être avec quelqu'un et puis d'être à son écoute en espérant qu'il est à la mienne, quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. On construit l'impro. Chacun met une pierre, on en met deux, moi j'en mets deux aussi. Enfin bref, tu connais le principe. C'est un travail collaboratif, c'est collectif. À ton avis, est-ce que c'est plutôt quelque chose de instinctif ou inné? Est-ce que c'est simple ou complexe? L'improvisation? Ouais. Non, comme disait Confucius, tout est simple, rien n'est facile. Et je pense que ça peut s'appliquer à l'improvisation aussi. Ça a l'air... Quand c'est bien, c'est simple. Mais c'est simple, il suffit juste d'écouter et de rebondir. Mais c'est simple. Mais après, il faut l'appliquer, quoi. Surtout, il faut tenir. Si on joue des impros d'une heure, comme vous le faites, faut emmagasiner chaque détail, parce que ça peut servir plus tard, etc. C'est un boulot, et c'est un boulot de réception et de synthèse. C'est-à-dire être à la fois l'auteur, l'acteur. Faire rire, c'est une technique? Faire rire, il y a des techniques qui marchent tout le temps. Hein. Comme quoi? Je sais pas, moi. J'en sais rien, en fait. Faire rire, c'est une technique, mais il y en a qui l'ont plus ou moins naturellement. Hein. Il y en a qui l'ont avec leur masque, leur visage. Il y en a qui l'ont par leur répartie, ou par leur façon de dire, leur façon de parler, leur façon de bouger. Je pense qu'il y a 1000 façons d'être drôle. Et toi, quelle est la tienne ou quelle est celle dans laquelle tu es sensible? À la façon de faire rire? À la façon de faire rire. Si tu veux choisir des gens avec qui faire un spectacle pour faire marrer, qu'est-ce qui te plaît le plus? Un spectacle pour faire marrer? Ouais. C'est le décalage, l'humour décalé. Je suis sensible au texte, c'est vrai, plus que peut-être ceux qui font marrer avec leur corps, ça me parle moins. Je suis plus sur le langage, l'humour du langage, ouais. Le décalage, l'absurde qui a l'air d'être vrai. Ça me plaît, ça. Christian, on est en contact avec une grosse boîte de production. Et, combien? Et elle souhaite produire une nouvelle création d'un spectacle dans l'improvisation théâtrale. Ouais. Imaginé et mis en scène par Christian Sininger. Ce serait quoi? Ça serait une histoire de famille. Parce que je pense que tous les grands thèmes de société peuvent être abordés en improvisation. De façon drôle ou dramatique ou poétique ou ce qu'on veut, à partir des éléments d'une famille, c'est-à-dire composer une famille. Si on a assez d'argent, ça dépendra des producteurs, de mettre un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, les deux enfants, et voir des tontons, des tatas, des nièces et des neveux si on veut. Tu vois. On va faire une très grande famille, et puis après traiter les sujets peut-être donnés par les spectateurs. Mon fils... comment le fils est homosexuel, mais il n'ose pas le dire à ses parents, etc. etc. Le grand-père veut pas aller en EHPAD. La grand-mère s'est chopée Alzheimer. Il y a plein de thèmes possibles. Oui, merci. Mais je t'en prie. Est-ce que, Christian, t'as une lecture à recommander? Impro, théâtre ou non, même pas du tout? C'est pour ceux qui... Je suis un gros lecteur, mais pas spécialement dans le domaine théâtral ou... Même en dehors de quel que soit le domaine, si tu avais un livre à recommander, ça serait quoi? J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps. C'est un livre d'un auteur américain qui s'appelle Earl Thompson. E-A-R-L, Thompson. Et ça s'appelle Un jardin de sable. Et
C'est un truc de ouf. Une plongée dans l'Amérique en crise des années 30, là, par là. On suit là, l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux de sa mère comme un dingue, qui finira par baiser avec, enfin bon, mais c'est horrible. Tous les personnages, ça décoiffe, hein. Oh putain, ça décoiffe. Ah ouais, ça je le conseille, hein. Si on veut... C'est quoi le titre? Un jardin de sable, Earl Thompson. Ça c'est le dernier roman qui me reste gravé en mémoire, mais je lis beaucoup de romans. Je pense aussi que pour improviser, il faut aussi s'ouvrir sur plein de... pour avoir un bagage, tout simplement, hein, avoir des bagages. Le cinéma, les séries, tout ça. Quel Le conseil théâtre. tu donnerais à quelqu'un qui fait de l'impro? Là, comme ça, Ouais. n'aie pas peur, c'est pas grave. Dans la continuité de cette fin d'improvieuse, on a une question traditionnelle. Ah, C'est on que, arrive à la fin, là, ça y est? Juste à côté, ça fait 1 heure. Oh putain. Pardon. On est venu et on a mis à ta disposition des valises remplies de billets de banque. Ouais. Des vrais. Hmm. Tu vas repartir avec et tu vas en faire quoi? Avec la valise pleine de billets, bah, je vais rentrer chez moi, et puis je vais compter combien. Et après, je vais dire à ma femme, bah, je sais pas, tu veux aller où? Cuba, les îles machin, là, où il fait toujours beau. Enfin, un voyage, je pense. Un voyage avec... Ouais, puis faire plaisir peut-être à mes enfants aussi. Racheter un collier à mon chien, parce que je pense que le sien est pas mal usé. Et puis m'acheter plein de bouquins, parce que chaque fois que je rentre dans une librairie, ça me rend dingue de tous les livres que j'ai pas encore lus. Voilà. Et puis vous inviter au restaurant avec. Et enfin, dernière question, avec tout ce qu'on vient de se dire, Christian, Ouais. pourquoi toi tu fais de l'impro? Parce que je pense que la vie, c'est de l'impro. Et que, comme on ne peut pas savoir ce qui va arriver, autant faire confiance à l'imprévu. Christian Singer. Merci à vous.